poser une question, est-ce que c'est pas vrai? Oui. Je disais que c'est passionnant que c'est justement Parashat Hashavua de Trouma dans lequel on parle des Yeriot. Yeriot, donc les rideaux qu'on étalait en tant que toit au-dessus du Mishkan. Et aussi on parle aussi des Krashim. Et j'espère qu'après cette Sugia, on comprend un peu mieux de quoi on parle. Juste pour ceux qui n'étaient pas tout à fait dans le coup, les rideaux, qui étaient des tranches de rideaux, alors ils étaient séparés en deux grandes tranches. Disons le OL, qui consistait de plein de tissus différents, de fils différents, c'était 2 tranches de 5. C'était 2 rideaux qui étaient construits de 5 tranches, qui étaient cousus ensemble. Et les 2 grands rideaux étaient eux-mêmes attachés par le fait qu'on avait dit, à la fin des rideaux, il y avait comme des anneaux. Il y avait aussi, on passait un krassim. Krassim, la Torah en parle, disons un crochet qui passe d'un anneau à l'autre et qui relie les deux grands rideaux ensemble. Ça, on avait parlé de ça. Maintenant, Tanura Banan. Et encore un truc, il savait en fin de compte combien de rideaux on a mis sur le Mishkan. Combien de rideaux il y avait? Il y avait 4. 4. Oui, parce que juste, ça vaut la peine de vous lire le verset. De vous lire le verset. Mais c'est bien, c'est beau. Moi j'étais ému quand j'ai lu les versets de Parashat Hashavua. C'est exactement de ce qu'on parle. Kafalta tayeria shishit, el mul pnei ha'el, tout ça, c'était là. Mais c'est écrit comme ça. Va'asita, après, il y a ce qu'on avait dit, il y a le Ohel, il y a le Mishkan. Mishkan, c'est le premier rideau qui est fait de Tchelet Vargoman, de Tolat, Shani, de Shesh. C'est la partie basse. La partie basse. Sur ça, on a ce qu'on appelle Ohel. Ohel, c'est fait entièrement à poil, c'est consiste de poils de chèvre. Et après, il y en a encore 2, et le verset dit Va'asita mirse la Ohel. Et tu vas faire un couvercle pour le Ohel, donc une troisième, et qui consiste de quoi? Ve'asita mirse la Ohel, orot eilim maudamim. C'est des espèces de peaux qui sont rouges, de eilim. Eilim, c'est de quoi en français? Les béliers. Béliers, oui, les boucs. Oui, des boucs avec une peau qui est rouge. Et sur ça, ou mirse orot techashim milemala. Et sur ça, ce qui est le plus en haut, c'est un couvercle à base de peau de techashim. Et je ne sais pas si Rachid le dit ici, mais techashim, c'est un animal qui a existé au moment de la construction du Mishkan, et voilà, après il a disparu. Après, il a disparu. Ok, donc en fin de compte, tout ça pour vous dire, il y avait quatre couvercles sur le Mishkan. Ok, dans la Gemara. Il réapparaîtra pour le Beth Amikdash? Est-ce que ça va être... J'imagine que oui. Oui. On retourne à la Gemara. Tanura Banan, en haut de la page, Tzadik Tet Amud Aleph. Yeriot Tartonot shel Tchelet veshel Argaman veshel Tolat Shani veshel Shesh. Donc le matériel duquel consistait la couche la plus basse, qui est le Mishkan, alors c'était fait de Tchelet, Argaman, Tolat Shani veshesh. Le Shesh. On retrouve dans le Megillah. Il a fait, on retrouve ça dans le Megillah. Le Shesh, c'est du lin. Le Shesh, qui est écrit Shesh, c'est du lin. Et le reste, c'est de la laine. Donc, c'est intéressant de voir que pas seulement les rideaux étaient faits de shatnez, et aussi beaucoup des habits que portaient les Kohanim, la ceinture exactement, c'était fait aussi de shatnez. Ok. Maintenant, le rideau en haut, qu'on appelle l'OL, ve'elyonot shel ma'ase izim. C'est, comme on a dit, c'était fait de poils, à base de poils de chèvre. Ve'gdolach chokhma
Shene'emra be'elyonot, yoter mima shene'emra betachtonot. Il y avait plus de chokhma, comment on dit ça en français, chokhma, c'est pas la sagesse, chokhma, de savoir-faire. Il y avait plus de savoir-faire impliqué dans la construction en haut qu'en bas. Et c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que le rideau qui était en bas, on vient de dire, c'était construit de plusieurs fils différents qui étaient cousus ensemble. Donc on dit c'est plus compliqué, ça demande plus de savoir-faire. Et on nous dit que non. Le truc en haut qui était à base de poils de chèvre, ça demandait plus de maîtrise, plus de chokhma. Yoter mema shene'emra betachtonot. Pardon. Shene'emra be'elyonot, yoter mema shene'emra betachtonot. De'ilu betachtonot ktiv. En ce qui concerne le rideau en bas, c'est écrit Vekol isha chokhmat lev beyadea tavu. Chaque femme qui avait une chokhmat lev, une espèce, encore une fois, une expertise, chokhmat lev beyadea tavu. Ils ont cousu ce couvercle, ce tissu qui était en bas. Veilu be'elyonot, mais en ce qui concerne la couche en haut qui est faite à base de poils de chèvre, ktiv, vechol anashim asher nasa liban otana bechokhma. Cette expression de nasa liban otana bechokhma, ça démontre un niveau supérieur de chokhma. Alors pourquoi? Apparemment, c'est pas logique. Alors la réponse est Vatanya, il y a une braïte qui enseigne Meshum Rabbi Nechemia, Shatuf be'izim, vetabui min ha'izim. Apparemment, ce qu'il faisait, c'est qu'il lavait les poils des chevreaux ou des chèvres pendant que les poils étaient toujours attachés au corps. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'une fois qu'on détache, on coupe les cheveux, les poils des chèvres, il y a une espèce, ça perd sa brillance. Les poils, ils perdent une espèce de brillance. Alors, il est nettoyé sur le dos, et après, apparemment, il commence à tisser aussi sur le dos. Après que c'était tissé, il coupait. Et tout ça, c'était pour conserver en quelque sorte la fraîcheur et la brillance de ses poils. Et ça, c'était un travail qui demandait une grande chokhma. Pas seulement sur le dos, mais elles étaient vivantes, les chèvres. Ben oui, ils étaient vivantes. Parce qu'on peut faire Non, ils étaient vivantes. Ils étaient Et vivantes. c'était d'accord? Je ne sais pas. Mais apparemment, ça ne leur a pas fait du mal. C'était simplement les poils qui étaient impliqués et rien d'autre. Ça, c'était pour la construction. C'était pour le Kodesh. Les choses étaient d'accord. Shtei Gzustraot. On retourne à notre Mishnah qui dit que si on a deux balcons, une derrière l'autre, et quand on fait passer, on transmet, si on jette un objet, et ça passe entre les deux balcons, il y a un reshut rabim. Les deux balcons, c'est reshut yachid. Alors si on jette un objet et ça vole au-dessus de l'espace, reshut rabim, c'est pas tout. Parce qu'il n'y avait pas ça dans le Beit HaMikdash, dans le Mishkan, dans le désert. Tandis que si tu transmets un objet d'un balcon à l'autre en passant une planche, disons, au-dessus de Reshut Rabbi, là tu transgresses parce que ça c'était un acte qu'on retrouve dans le Midbar. On va voir. Amar Rav Meshum Rabbi Chia, Agalot, on avait dit que les chariots des Lévi'im, Tartehen ou Beinehem Betsidehem Reshut Rabbim. Donc Tartehen, c'est le sol en dessous des chariots. Le sol entre les chariots, Beinehen, Vetsidehen, les côtés des chariots. C'est quoi les côtés des chariots? C'est entre le côté du chariot et la roue qui était en dehors. Les roues, apparemment, ils dépassaient le bord du chariot aux extrémités des deux côtés. Alors, si tu mesures, alors ça aussi, cette distance entre le bord du chariot et en dessous la roue, c'est Reshut Rabim, sous le chariot, c'est Reshut Rabim, et entre les chariots, c'est Reshut Rabim. Et la Gemara dit, Amar Abaya, Ben Agala le Agala, Kimlo Orer Agala. La distance entre les deux chariots correspondait à la longueur d'un chariot. La longueur. La distance entre les deux chariots correspondait à la longueur du chariot. Je vais te dire, si on mesure, Yehuda, la largeur du chariot, y compris les roues, ça revient au même. Avec Kama Orech Agala, et c'est quoi la longueur d'un chariot? Chamesh Amot. Chamesh Amot.
Alors la Gemara demande pourquoi on a eu besoin d'un chariot qui était tellement long. L'amalé bedaled vepalga sagi. On posait les planches, on avait dit, le long des planches sur la largeur, au-dessus de la largeur des chariots. Et la Gemara demande, on aurait pu se suffire d'une longueur de 4,5 amot. Pourquoi? Parce que si tu as 3 planches, et chaque planche, la largeur d'une planche, c'est 1,5. Alors, si tu as 3 planches, ça fait 4,5. Alors voilà. Tu mets les 3 rangées de planches, quand ils sont entassés sur la largeur, tu arrives à 4,5. Alors, pourquoi on a eu besoin de construire des chariots avec une longueur de 5? Il y a apparemment une demi-amas qui est en plus. Pourquoi elle serait en plus? Pour la stabilisation du chariot? Peut-être. Peut-être. Et la Gemara dit après, Bedalet vepalga sagi, à 4,5 ce doit être suffisant. Qui heichi de l'olitreku krashim. On fait ça pour que les krashim ne vont pas être trop collés ensemble. Ça veut dire quoi, trop collés ensemble? Regardez un Rashi. Le Rashi qui dit Be'arba vepalga sagi. Est-ce que vous voyez, c'est peut-être la 4e ligne de la Gemara. Si vous regardez la 4e ligne de la Gemara d'en haut, et puis allez à droite et regardez le Rashi. Be'arba vepalga sagi. Il est allé... Non, il est là, c'est le machin électrique, l'armoire électrique qui sonne là. She'im mesadran al rochban, eino mesader al 5 amot, yoter meshalosh. Parce qu'encore une fois, comme on avait dit, si tu places les planches le long de la largeur, alors tu arrives à un maximum de 3 rangées de planches. V'harei ba'arba u'mechetza yechol lesadran. Ve'im mesadran bechudan yoter medaled lo yisader. מפני הפסקת מקום הבריחים שבאמצע הסתרים ופלגה אמה נמי תסכלה. Il dit aussi, on avait dit qu'il y a une autre possibilité d'entasser les planches, pas sur la largeur, mais sur l'épaisseur. Pas comme ça, mais comme ça. Mais là aussi, on avait dit que l'épaisseur... On dit sur le tranchant. Ok, sur le tranchant. Alors, l'épaisseur des planches, c'est une amas. Alors, tu peux mettre 4 planches. On avait dit comment on arrange ces 4 planches. 2 planches à une extrémité, d'une extrémité du chariot, 2 planches l'autre, ça fait déjà 4 amotes. Et entre les 2 planches, il y a une amas. Mais on n'a pas besoin d'une amas, on peut se suffire d'une demi-amas. Alors, on retourne au même truc, quoi que ce soit, que si tu entasses les planches, si tu entasses les planches sur la largeur, ou si tu entasses les planches sur les tranchants, tu arrives au même, qu'il y a une demi-amas qui en plus que tu n'as pas besoin. Pourquoi les chariots ils ont une longueur de 5 amotes? Et la réponse est, on ne veut pas que ça va être trop serré. Parce que même si tu les mets sur la... Voilà, ça c'est la réponse. On ne veut pas qu'ils vont être trop serrés. De l'eau l'itraku krashim. La Gemara dit, mais attends, j'ai une question de base. Nous, on sait, c'est un concept qu'on a pris, que Reshut Arabim, ça a une largeur de 16 amot. Reshut Arabim, c'est une route qui est utilisée par beaucoup de gens, mais ça a une largeur de 16 amot. De Kaimelan derech Reshut Arabim, 16 ama. Et Anan de Gamrin là, mais Mishkan. Alors nous, on sait qu'on apprend ça du Mishkan. Mais la Gemara demande, mais en fin de compte, on n'arrive pas à 16 amot. De Mishkan, 15 Havai. Si vous entendez, nous, c'est quoi? On a la foule. C'est quoi la foule? C'est en fin de compte on a les deux rangées de chariots.
Ok, on va mesurer les deux rangées de chariots pour établir qu'est-ce que c'est Reshut Rabim. Or, chaque chariot, il a une largeur ça va d'une roue à l'autre de 5 amot. Vous entendez? Oui. Chaque chariot, elle a une largeur de 5 amot et l'espace entre les deux chariots, c'est 5 amot. Donc, on arrive à 15. Alors, comment tu me dis que Reshut Rabim, c'est 16? Et c'est basé sur le Midbar. Dans le Midbar, apparemment, le critère, c'était l'espace qu'occupaient les deux chariots quand ils voyageaient ensemble, un à côté de l'autre. C'est 15 amot. La largeur de chaque chariot, 5. Entre les deux chariots, 5, c'est 15. Alors, la Gemara répond Amta Yetera Havai de Habakai ben Levi. On mettait une amas en plus. C'est quoi une amas en plus? On met en fin de compte à chaque extrémité une demi-amas pour le Lévi. De qui Mishtal fait Krashim Hava Nakitlu. Parce que lui, il y avait un Lévi qui marchait derrière les chariots. Et quand il voyait qu'il y avait des planches qui commençaient à bouger un petit peu à l'extérieur, alors il rentrait. Alors, vous vous rappelez, j'avais dit qu'entre les planches, il y a un espace. Alors, il rentrait à côté, il rentrait dans l'espace, et pendant que ça bougeait, il mettait les planches, comment on dit, il était craché. Il arrangeait les planches pour faire en sorte qu'ils montent. Voilà, c'est pour ça on ajoutait encore une amas, c'est consisté un demi-amas de chaque côté pour le Lévi qui de temps en temps allait pour stabiliser, arranger les planches. Ok, nouvelle Mishnah. Chuliyat abor ve'asela shehen gvoin asara ve'rochban arba'a. Si on a, on va voir qu'est-ce que c'est exactement Chuliyat abor. Apparemment, Chuliyat, je dis bien apparemment, c'est des morceaux de terre qui sont autour d'un trou, d'un fossé. Chuliyat abor. C'est-à-dire que quand quelqu'un il creuse un trou, alors après il entasse la terre qu'il a fait sortir du trou autour. Donc ça construit comme un petit mur autour. Alors apparemment, Chuliyat abor ve'asela et un rocher, s'ils ont une hauteur de 10 amot, de 10 tfachim, et une largeur, un espace au moins de 4, ve'rochban arba'a. Dans ce cas, hanotel mehen, quelqu'un qui enlève un objet de eux, ou ve'hanoten al-gaban, ou quelqu'un qui place un objet sur eux, chayav, il a transgressé parce qu'il a transmis un objet de Reshut Rabim à Reshut Yachid. Parce que aussi bien le rocher que la Chulia du bord, ils ont un statut, s'ils ont une surface minime de 4 sur 4 tfachim et une hauteur minime de 10, c'est Reshut Yachid. Donc si quelqu'un prend un objet qui était là, et lui il est dans Reshut Rabim, et ça c'est Reshut Yachid, ou s'il pose dessus, dans les deux cas, Hanoten al-Gaban Chayav, Pachot Miken Patur. Ça c'est la Mishnah. C'est clair? Rashi dit Chuliyat abor, Karka Chafirat abor. Comme j'avais dit que c'est quand on creuse un trou, on entasse la terre autour. Notnim svivotav lehakif, kemin choma. Como she'anu notnim hikef eitzim ou even saviv pi abor. Alors la Gemara demande l'amali, le mitnei Chuliyat abor ve'asela. La Gemara dit, je ne comprends pas pourquoi la Mishnah utilise deux exemples pour la même idée. Apparemment, on parle de quoi? On parle de deux choses en hauteur. Un rocher d'une hauteur de 10 tvachim, ou la terre qui entoure le trou aussi à une hauteur. Si tu prends en compte, c'est aussi... Pourquoi parler de deux choses, deux exemples qui en fin de compte expriment la même idée? Alors la Gemara dit, apparemment, qu'est-ce qu'on devrait dire? De quoi vraiment on parle? Litne habor ve'asela. C'est quoi habor ve'asela? Que si tu as quelque chose avec une hauteur de 10 tfachim, par exemple un rocher, ou si tu as 10 tfachim en profondeur, alors là c'est aussi Reshut Yachid. Donc tu peux concevoir un Reshut Yachid en hauteur ou un Reshut Yachid en profondeur, un bord. C'est aussi Reshut Yachid. Si ça descend 10 tfachim, et ça a un sol de au moins 4 tfachim, c'est Reshut Yachid.
Pourquoi parler de Chuliat d'abord? Apparemment, le sens c'est Habor. On parle d'un bord en profondeur, on parle un Sela en hauteur. Alors la Gemara répond Messaya les Rabbi Yochanan. Ça apporte, cette Mishnah apporte un soutien à ce qu'avait enseigné Rabbi Yochanan d'Amar Rabbi Yochanan. Bor vechuliata mitztarfin le asara. Que si tu as un trou et si tu as un mur, disons entassé de terre, de la terre entassée autour, tu peux les rejoindre ensemble pour créer un reshut yachid. En dépit du fait que le trou lui-même, il est moins. Disons que le trou, il est, je sais pas, il a 4 tfachim de profondeur, ou 5 tfachim. Mais une fois que tu mesures la hauteur de la terre que tu as entassée autour, tu arrives à 10. C'est pour ça que c'est apporté, parce que c'est un ridouche, que tu peux ajouter les remparts autour, le mur autour du trou, avec le trou pour avoir un reshut yachid de 10 tfachim. Bor v'chuliata mitztarfin la'asara. Tanya nami hachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Bor v'reshut rabim amuka asara v'rachava arba'a. Si tu as un trou qui se trouve dans le reshut rabim avec une profondeur de 10 et une surface de 4, ein memalin heimena b'shabbat. Le Shabbat, s'ils ont dans ce trou, il y a de l'eau, c'est un puits. Alors, tu ne veux pas faire sortir de l'eau du puits pour le boire. Parce qu'une fois que tu fais sortir l'eau du puits, tu as fait sortir de l'eau de Reshut Yachid, tu l'introduis dans Reshut Rabim, et voilà, tu as fait Hotsa. Attends, c'est un problème. On tourne la page. Ella imken asula mechitsa gavoa asara. La seule chose que tu peux faire, c'est si tu crées une clôture, tu vas dresser une clôture autour du puits. Donc, ça veut dire qu'autour du puits, maintenant, l'espace a un statut de reshut yachid, à cause de la clôture. Alors là tu as résolu le problème. Alors là, tu peux puiser de l'eau du trou, le Shabbat, et le boire en tant que tu es à l'intérieur de la clôture que tu as dressée. Je répète la ligne. Elaim kenasula mechitsa gavoa asarat fachim. Vein shotin eimena b'Shabbat. Tu ne peux pas boire de ce puits pendant le Shabbat. Ça veut dire quoi? On aurait pu penser, quel est le problème? Il y a un trou dans la terre et je penche ma tête. J'incline ma tête, mon corps, de sorte que ma tête est au-dessus du puits et je bois au-dessus du puits. Alors ça doit être permis. Parce que je n'ai pas fait sortir l'eau de Reshut Yachid et de Reshut Rabim parce que ma tête est au-dessus du puits. Mais néanmoins, c'est interdit. Alors, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est une xéra. Parce qu'on a peur que le type, à force d'avoir sa tête dessus, il risque aussi de se déplacer avec ou de l'eau dans sa bouche ou de l'eau dans un verre. Et là, c'est foutu. Alors, tu ne peux pas, elle a imken seulement si hirnis la rocho verubo. Seulement si, pas seulement sa tête a été penchée au-dessus du trou, mais la majorité de son corps. Alors là, on n'a pas peur qu'il va commencer, c'est parce que comme il est suffisamment conscient que la majorité de son corps et sa tête au-dessus, alors là, il n'y a pas de problème. Vebor, et dernier enseignement, bor vechuliata mitzafin la sara. Un trou et la terre qui a été entassée autour du trou, ils peuvent se joindre ensemble pour créer un reshut yachid avec une profondeur de asarat fachim. Ce que je vais faire dans les quelques minutes qui nous restent, on est arrivé à la braïta, une nouvelle braïta. Juste très vite à vous dire un truc intéressant que peut-être c'est fort possible que je vous ai dit avant, mais c'est possible, même si je vous les ai dit avant, que vous avez oublié. Alors je vous le redis, que dans Parashat Mishpatim, il y a un truc intéressant et bizarre. À la fin de Parashat Mishpatim, on a ce qu'on appelle Kabbalat HaTorah. La cérémonie dans laquelle Am Yisrael reçoit la Torah. Et c'est décrit que Moshe Rabbeinu a construit les 12 misbachot, 12 autels. Ils ont offert des offrandes. Il a pris du sang, il a jeté le sang sur le peuple. Et Am Yisrael, on dit Naaseh v'nishma. Tout ça, c'est écrit après, à la fin de Mishpatim. Et la grande question est, pourquoi? Nous, on aurait pu penser que l'emplacement
le plus naturel de ce Kabbalat Torah, ça aurait dû être après Aseret Dibrot, les 10 commandements. Et 10 commandements, il y a une coutume, on lit ça dans la Beknes, il y a des gens qui se mettent debout, c'est un grand moment, 10 commandements. Pourquoi c'est écrit dans la Torah, Kabbalat Torah, après Mishpatim? Un Rashi dit qu'il y a une Mukdam ou Meucha Torah, que souvent les versets dans la Torah ne suivent pas strictement un truc chronologique, et il dit en fin de compte, oui, Kabbalat Torah a eu lieu après les 10 commandements, mais c'est néanmoins écrit plus tard. Mais même pour Rashi, la question reste, mais pourquoi? Si vraiment tu admets que ça a eu lieu après les 10 commandements, alors pourquoi c'est écrit dans la Torah après Mishpatim? Et la réponse est qu'en fin de compte, les 10 commandements, c'est des déclarations en quelque sorte générales, tandis que les Mishpatim rentrent dans les détails. Les détails, en fin de compte, c'est ça qui traduit un concept général en quelque chose de vrai, en quelque chose de concret. Ça concrétise l'idée. Maintenant, très vite, je vous raconte une vraie histoire. Qu'il y avait un type qui a fait tchouva. Et comme tous ceux qui font tchouva, il était très enthousiaste. Il voulait, sur le coup, que toute sa famille aussi, il voulait influencer toute sa famille. Il avait une sœur avec laquelle il était très proche. Il a dit à sa sœur, et sa sœur était justement, elle était liée à un kat, un groupe dans les Indes, comment on appelle ça, un secte dans les Indes. Elle était en Israël, elle voulait retourner aux Indes, elle était en train de travailler pour se payer le ticket de retour et pour rester là-bas encore quelques mois. Il lui dit, écoute, tu sais quoi, je te paye la moitié de ton ticket, juste viens avec moi et participe à un cours de Torah. Elle, pour elle, c'est l'affaire du siècle. Elle a dit, ok. Et lui, il était très content parce qu'il connaît un rave qui est vraiment très charismatique, très incroyable. Il dit, bon, je vais l'apporter un coup avec ce rave, ça va lui faire quelque chose. Et ils arrivent tous les deux pour le cours. Ils arrivent à la salle où le rave est censé être dans les cours. Il y a une affiche qui dit, on est désolé de vous annoncer que le rave est malade. Et au lieu de ça, il va y avoir une leçon dans les lois de Hashavat Aveida. Le frère, il est tout à fait déprimé, tout à fait chose. Ils sont là, ils rentrent. La sœur s'assoit, elle n'a pas très bien compris pourquoi son frère a tellement insisté qu'elle va participer à ce cours. Ils entendent pendant 1 heure un shiur dans les détails de Hashavat Avida, la restitution de l'objet perdu. Ok. Un peu plus tard, elle a son argent, elle repart dans les Indes, et elle est maintenant dans les Indes, sa sœur. Et elle est dans la ashram, son groupe, ils sont en train de se promener sur la route dans les montagnes. Et il se fait que sur le côté de la route, ils trouvent un portefeuille. Alors, il soulève le portefeuille, il voit que dans le portefeuille, il y a pas mal d'argent. Alors, elle, la sœur, la juive, elle dit, bon, ça vaut la peine de regarder l'intérieur du portefeuille s'il y a un nom. Comme ça, on va pouvoir se le restituer. Et le gourou qui était là, il dit ma fille, tu n'es pas dans le coup. C'est le Yakum, comment on dit Yakum? C'est l'univers. C'est l'univers qui a fait en sorte que voulait me transmettre à moi cet argent. Ça m'a été transmis par l'univers. Tu n'es pas dans le coup. Et le soir même, cette fille, quand elle est rentrée à la maison aux Indes, elle a fait ses valises. Elle est rentrée. Parce qu'après qu'elle a participé au Kodash Shavat Aveda, elle a compris c'est ch'tuyot. Ça, vous demande, j'ai très vite un petit peu la même idée en France. Il y a, comme on dit en France, égalité, fraternité et liberté. Liberté, égalité, fraternité. C'est très, 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 très beau. C'est très, très, très émouvant. Mais Tachlis, c'est rare, je ne sais pas si ça s'est jamais passé en France, qu'ils ont vraiment mis ces bonnes idées, ces belles idées en pratique. Et ça, c'est l'idée de Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'est traduire les idées grandioses et les transmettre en actes concrets de la vie. Et si vous voulez un critère pour savoir si de l'argent, vous avez un shtar, comment un shtar en français? Vous avez un billet. Le critère pour savoir si un billet, il est faux ou s'il est vrai, c'est est-ce que tu peux le changer en petite monnaie. Si tu peux changer le billet en petite monnaie, c'est la preuve que ce billet, il est vrai. Alors, c'est la même chose exactement avec les idées. Si tu as des idées grandioses
Et tu arrives à les transmettre dans les petits concrets choses qui font partie de notre vie. Ah, ça c'est une bonne idée. Sinon, non. C'est pour ça que Kabbalat Torah a eu lieu d'Afka après Parashat Mishpatim. Parce que ça, c'est à travers Parashat Mishpatim, les 10 commandements, ils descendent sur la terre. Ils descendent vraiment sur la terre et ils deviennent des choses qu'on peut pratiquer dans la vie de tous les jours. Ça, c'est la gloire de la Torah. Et c'est pour ça que Matan Torah, la Kabbalah Torah est écrit après Mishpatim.